Ça fait maintenant des années que je vis au Japon et même si je m'y suis bien habitué, il y a encore des choses qui continuent de me surprendre au quotidien. Certaines sont pratiques, d'autres culturelles et il y a même des choses parfois totalement mystérieuses. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui me choque, de ce qui m'étonne, de ce qui continue de m'impressionner dans ma vie au Japon. La première chose qui me surprend toujours, c'est la commodité. Au Japon, tout est fait pour te faciliter la vie et forcément la première chose à laquelle on pense, ce sont les combini. La star de tous les étrangers et à raison, en un seul endroit, tu peux acheter un repas complet ou juste un snack, retirer de l'argent, imprimer des documents, trouver des chaussettes de rechange, ta lecture du soir, et tout ça 24 heures sur 24. Mais on ne va pas rester dans le cliché, ça va bien plus loin. Le système de train et de métro est ultra efficace. Je peux passer mon téléphone au portique sans aucune attente, même aux heures de pointe. Résultat, pas d'effet goulot d'étranglement comme on en voit ailleurs. Je n'ai jamais vu un escalator en panne ou un ascenseur hors service depuis que je suis arrivé au Japon. Et même lui, il peut vous le garantir. Tu as toujours des distributeurs automatiques avec des boissons chaudes et froides à tous les coins de rue et des toilettes publiques disponibles presque partout. Déjà, contrairement en France, elles sont gratuites et en plus elles sentent la rose. Et je pense qu'elles sont limite plus propres que les chiottes de chez toi. Même les petits détails au supermarché sont bien pensés. T'achètes ce que tu vois sans arnaque marketing au niveau des snacks. Par exemple, les marques sont obligées d'utiliser la vraie taille du snack sur le packaging, donc pas d'entourloupe à l'image non contractuelle. Au niveau des jus, seules les boissons avec une teneur en fruits de 100% ont le droit d'utiliser l'image de vrais fruits coupés en deux. Si le jus a une teneur en fruits comprise entre 5 et 99%, ils ont le droit d'utiliser l'image du vrai fruit entier. Et si le jus contient moins de 5% du fruit, la marque n'aura le droit de ne montrer qu'un dessin de fruit. En ce qui concerne le lait, seules les briques de lait entier auront un léger creux sur la languette. C'est mis en place pour aider à visualiser plus facilement les laits entiers des autres. Donc si c'est un lait modifié pour être écrémé ou avec des additifs, il n'y aura pas le creux en haut. Le passage en caisse, lui, est ultra fluide puisqu'une fois que tu as fini de payer, tu as des tables derrière les caisses pour ranger tranquillement tes courses dans les sacs. Et ça, c'est top pour éviter les longues files d'attente lors du passage en caisse parce que les caissiers n'ont pas besoin d'attendre que le client ait fini d'emballer avant d'encaisser le client suivant. Pour récupérer un colis lors de mon passage en France, c'était un calvaire. Je recevais des avis de passage alors que j'étais chez moi, la main dans le falzar à attendre. Du coup, j'ai dû me déplacer directement à la poste qui m'a demandé de repasser le jour d'après puisqu'en fait le colis devait être retraité à nouveau. Un enfer. Ici, au Japon, si je reçois un colis et que je ne suis pas là, je peux faire le choix de le faire livrer devant ma porte et je sais que ça bougera pas parce que c'est le Japon. Et si je reçois un avis de passage, en fait, je peux juste choisir l'une des 6 tranches horaires qui m'est proposée, dont une entre 19h et 21h. Donc ça, c'est top si tu travailles et que tu veux réussir à choper ton colis le jour même. Un autre truc fou, c'est que tu peux préparer ton bain en un bouton. Alors c'est quelque chose de culturel, les Japonais adorent prendre des bains. Mais attention, pas de gâchis, en général, toute la famille va passer dans le même bain. Ils se lavent le corps avant de rentrer dans le bain et s'ils veulent le réchauffer, il y a un bouton pour. Et ils peuvent même le faire depuis la cuisine ou le salon. Il y a juste à appuyer sur un bouton et ça t'annonce quand l'eau est prête. Le Japon a poussé la commodité à un niveau que je n'aurais jamais imaginé. La deuxième chose qui continue de me choquer, c'est le respect des biens publics. Et quand je vous parlais des toilettes il y a quelques secondes, je vous assure que je n'exagérais pas. Déjà, on trouve des chiottes partout, que ce soit dans les espaces publics comme les gares, les parcs et même la majorité des combini. Et des combini, vu qu'il y en a partout, il y a personne qui va aller pisser derrière une voiture, contre un arbre, dans un buisson, même si ça peut arriver qu'il y ait un japonais un petit peu trop pompette qui se laisse un peu aller. À un moment, faut dire la vérité, j'en ai déjà vu, mais c'est extrêmement rare. Mais ce respect va bien au-delà des toilettes. Quand tu te balades au Japon et surtout en dehors de Tokyo, tu es frappé par la propreté. Pas de papier qui vole, pas de canettes écrasées, pas de chewing-gum collé au sol, même les mégots de cigarettes qui sont souvent un fléau ailleurs, ici tu ne les trouves pas dans les caniveaux. Les fumeurs en général se baladent avec un cendrier portable, sinon direction le poste de police derrière moi. Non mais oh, bon là je rigole, hein, mais en vrai voilà, c'est un détail qui montre que l'espace public est respecté. Tant que tu ne te balades pas dans des quartiers comme Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro, des quartiers de vie nocturne où forcément c'est universellement crade si tu vas là-bas tard le soir ou tôt le matin. Et ce respect, tu le ressens aussi dans la relation aux biens matériels. Ici les vols sont rarissimes, à part les parapluies les jours de pluie et les vélos, entre autres. Dans les magasins, tu remarques vite qu'il n'y a pas de gros antivols disgracieux sur les produits ou qu'on ne t'embête pas avec des alarmes à chaque passage de caisse. Au Japon, t'as certains étals qui sont laissés sans surveillance, un truc qui serait inimaginable dans certains pays. T'as même pas besoin de vigiles dans les magasins. Et donc ça témoigne vraiment du niveau de confiance que tu as entre les habitants. Il y a une vraie conscience que l'espace public est partagé et que tu n'es pas seul dedans. Et c'est peut-être ça le plus impressionnant, c'est que c'est une règle qui n'est non pas imposée à coup d'amende ou à coup de menace, mais c'est une habitude, un code social intégré par tout le monde. Donc quand tu vois ça en tant qu'étranger, tu ressens presque de la culpabilité à faire un écart. Tu commences à ne plus traverser n'importe comment, tu fais la queue de façon organisée. Limite, si on te rend trop de monnaie, tu vas le dire en fait. Tu commences à poser ton sac ou ton téléphone sur une table au café pour réserver pendant que tu pars commander sans avoir peur qu'on te le vole. Au Japon, t'as l'impression de retrouver foi en l'humanité, t'as l'impression que tout le monde fait un petit effort pour que la vie en commun elle fonctionne. Et ça franchement,
ça change tout. Attention, je n'ai pas que des éloges, je vais contrebalancer avec la troisième chose qui continue de me choquer, c'est le bruit. Pas forcément partout, mais surtout à Tokyo, où parfois je me dis que c'est quand même sacrément bruyant. D'abord, il y a le bruit des magasins. Faut savoir qu'ici, chaque enseigne a son propre jingle, sa petite musique de fond, son ambiance sonore. Et crois-moi, ces mélodies te restent dans la tête. Impossible d'oublier les irashaimase incessants quand tu rentres dans un magasin ou les chansons publicitaires quand tu rentres dans une boutique. Dans la rue, ce n'est pas mieux entre les énormes écrans publicitaires des grands quartiers qui hurlent des vidéos en continu ou les camions publicitaires diffusant de la musique à plein volume. Tu ne peux pas y échapper, à chaque coin de rue, t'es bombardé de sons. Il y a aussi les pachinko, les établissements de machines à sous. Rien que de passer devant un pachinko dont les portes s'ouvrent, c'est comme recevoir une claque sonore. À l'intérieur, c'est un vacarme assourdissant entre les billes métalliques et les jingles des machines. Même en simple piéton sur le trottoir, tu prends ta dose. Rajoute à ça les trains. Tokyo, c'est une ville quadrillée de lignes et il y a énormément de passages à niveau. Et à chaque fois, tu as la cloche et la sirène. C'est constant. Et comme il y a toujours un train qui arrive ou qui repart, ça ne s'arrête jamais vraiment. Un autre concept assez bruyant que tu peux retrouver au Japon, ce sont les camions politiques. Voilà, tu vas voir parfois des politiciens devant ta gare dans un camion avec un micro en main qui parlent dans des haut-parleurs et qui te récitent leurs slogans, etc. Toi, t'es là, t'as rien demandé, il est 8h du sbar, t'as la tête dans le fiac et tu dois te taper un discours de politicien. Voilà, c'est pas forcément évident. Et puis, il y a pour moi ce qui m'a le plus choqué niveau bruit, les restaurants et les izakaya. Contrairement à l'image un peu zen qu'on se fait du Japon, il y a certains endroits qui sont tout sauf calmes. Les serveurs gueulent au moment où il faut accueillir les clients gueulent quand il faut commander, la conversation peut vite tourner au brouhaha général entre les Japonais un petit peu pompettes, et toi dans tout ça, au final, tu vas très mal entendre ton voisin de table. Les Japonais, dès qu'ils sont un peu pompettes, ils sont beaucoup à laisser tomber toute retenue et ça peut vite devenir bruyant même dans la rue en soirée, surtout dans des quartiers de fête comme Shinjuku ou Shibuya. Se balader à Tokyo, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. Tu peux très bien passer d'une rue calme et silencieuse à un environnement sonore saturé où tu vas avoir une violence acoustique inouïe, tu vois. Et honnêtement, ça fait partie des choses qui, même après des années, continuent à me surprendre et parfois à m'épuiser. Autre chose qui continue de me choquer au Japon, c'est la gestion des températures dans les transports. On dirait que toutes les compagnies sont passées le mot pour garder les températures dans les extrêmes. En hiver, tu sors dehors, il fait froid, mais t'es bien équipé avec ton manteau et ton écharpe. Tu montes dans le train et là, boum, c'est la fournaise. En quelques minutes, tu passes de frigorifié à transpirant. Tu commences à suer sous tes couches de vêtements. Et ça, c'est aussi le cas quand tu rentres dans des magasins. Donc au final, tu sais jamais sur quel pied danser, comment est-ce qu'il faut s'habiller. Si tu t'habilles trop chaudement, tu sais que tu vas souffrir en intérieur. Et si t'es pas suffisamment habillé, ben tu risques de te les geler dehors. Et puis là arrive l'été, c'est l'inverse, il fait 35 degrés, humidité insupportable, tu colles littéralement à tes vêtements. Tu rentres dans le train en espérant un peu de répit et là, bam, c'est le frigo. La clim est tellement forte que tu finis par trembler. En fait, c'est le choc thermique à chaque fois que tu rentres ou que tu sors quelque part. Donc avec tout ça, c'est vraiment facile de choper la crève. Résultat, l'hiver, tu rêves qu'il baisse un peu le chauffage et l'été, tu pries pour qu'il monte un peu la clim. Bref, il n'y a jamais de juste milieu. Un truc qui me surprendra toujours chez les Japonais, c'est leur rigidité. Au Japon, en fait, il existe souvent qu'une seule façon de faire les choses. Il n'y a pas d'arrangement, de compromis comme on peut avoir en France où souvent tu peux te dire bon allez, vas-y, je vais faire une petite exception. Ici, ça marche pas comme ça. Un exemple concret, je chassais des cartes Pokémon. Dans le magasin, il y avait une règle claire, limitée à 3 packs par personne. Jusque-là, pas de souci, j'en prends 3. Mon pote voulait aussi en acheter et comme je lui devais pile cette somme, je me suis dit que j'allais payer pour lui en même temps. Eh bien non, la caissière, une vieille dame très gentille par ailleurs, a catégoriquement refusé. Pour elle, c'était clair, c'est 3 packs par personne, point barre, même si c'était pour 2 personnes différentes. Et ce genre de situation, ça arrive vraiment partout dans les magasins, l'administration, dans la vie de tous les jours. Les règles, ce sont les règles et elles sont faites pour être suivies. Voilà, il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas d'arrangement possible, de flexibilité comme on peut l'avoir en France. C'est parfois frustrant quand tu viens d'un pays où on aime bien arranger les choses. Mais en même temps, ça explique aussi pourquoi tout est si organisé et que le système fonctionne aussi bien. Tu gagnes en efficacité, mais tu perds en flexibilité. Un autre truc qui me surprend toujours au Japon, c'est la patience des Japonais par rapport aux files d'attente. Ici, les gens n'ont aucun problème à faire la queue pendant plus d'1 heure juste pour un resto, un café à la mode ou même une boulangerie qui vient d'ouvrir. Moi personnellement, j'y arrive pas. Si je vois qu'il y a un petit peu trop la queue, eh bien mon premier réflexe c'est de trouver un autre endroit. Le problème c'est qu'à Tokyo, dès que tu veux tester une bonne adresse, un tant soit peu réputé, tu vas forcément te retrouver avec beaucoup de monde, surtout le week-end. Donc c'est pas forcément évident et surtout que les Japonais, même quand il fait 35 degrés, ils sont capables de faire la queue pendant plus d'1 heure dehors pour se taper un petit donut. Moi, si j'ai vraiment envie de tester une adresse précise, j'y vais en semaine quand il y a moins de monde. Et le week-end, plutôt que d'affronter la foule du centre, je préfère m'éloigner un peu. Dans les quartiers moins touristiques, tu trouves des restaurants tout aussi bons et sans avoir à attendre des heures. Ce qui est étonnant, c'est que pour les Japonais, la file d'attente, c'est pas forcément un frein. Au contraire, c'est limite un gage de qualité. Bon les amis, vous voyez quelle couleur là? On est d'accord que c'est du vert. C'est un feu vert, hein? On est d'accord. Sauf qu'au Japon, ce feu, c'est pas un feu vert, c'est un feu bleu. Voilà, on dit pas Midori Shingo, on dit
Aoshingo. Le mot Midori correspond au vert et Ao au bleu, donc c'est difficile de comprendre pourquoi le feu clairement vert s'appelle Aoshingo. Cela démontre bien que même les termes les plus courants ne peuvent être traduits si facilement, car non, le feu vert au Japon n'est pas de couleur bleue, il est de couleur Ao. Un mot qui, certes, en temps normal signifie bleu, mais qui peut tout de même correspondre à vert. À l'époque, le mot Ao couvrait une plus large palette de couleurs et il était utilisé par exemple pour décrire le vert vif de la végétation au début de l'été. La signification a évolué avec le temps, mais le mot Ao est resté pour décrire le vert des feux tricolores au Japon. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez maintenant ce qui continue de me surprendre, de m'impressionner ou de me choquer ici dans ma vie au Japon. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre son de cloche, ça m'intéresse de lire ça, vous savez, ma petite lecture dans le train. Et n'oubliez pas, si vous comptez venir au Japon et plus particulièrement à Tokyo, il y a mon guide des restaurants et des cafés qui est toujours disponible, lien dans la description. Voilà, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours fidèle au poste. Sur ce, je vous dis tchou tchou bye bye et à la semaine prochaine. Yeah.